Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'appel du président turc, tandis que la ville de Kobané est sur le point de tomber aux mains des djihadistes de l'État islamique. Erdogan demande à la coalition une intervention au sol en Syrie. Les États-Unis refusent pour le moment tout déploiement de troupes sur le terrain. Débat sur ce sujet et sur les candidats français au djihad avec de nombreux invités à notre compagnie tout à l'heure. Inquiétude et polémique en Espagne après la contamination d'une aide-soignante. Des syndicats d'infirmiers dénoncent des négligences et des conditions de sécurité insuffisantes. L'Europe demande ce soir des éclaircissements à l'Espagne. Les détails dans ce journal. Le cofondateur de Big Malion dit sa vérité dans un entretien accordé à l'Express. Bastien Millot juge peu crédible l'hypothèse selon laquelle Nicolas Sarkozy ne savait rien. L'homme au centre de la tourmente qui touche cette société se défend pour sa part de toute implication dans un système illégal. Les extraits à suivre. Enfin, jeu de chaises musicales au Sénat, la commission des finances revient finalement à la gauche. La sénatrice socialiste Michèle André succède ainsi à l'UMP Philippe Marini qui souhaitait conserver ce poste, un poste clé. Les éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Les autorités espagnoles ont lancé une enquête pour comprendre comment une aide-soignante ayant travaillé au chevet d'un prêtre malade a pu être contaminée par Ebola. C'est le premier cas contracté hors d'Afrique et 3 nouvelles personnes sont hospitalisées ce soir à Madrid. L'Europe demande des éclaircissements. On voit tout cela avec Sophie Normand. Officiellement, toutes les mesures de sécurité étaient en place. Comment alors cette aide-soignante espagnole a-t-elle pu contracter le virus Ebola? Des failles sont pointées du doigt. Les protocoles n'ont pas fonctionné. Ils prévoyaient des équipements de protection individuelle et des moyens de prévention pour les professionnels qui seraient en contact direct avec le patient. Mais les professionnels n'ont pas reçu de formation préalable. La Commission européenne demande des éclaircissements à l'Espagne et répète que la propagation du virus en Europe est hautement improbable. Mais s'il arrivait en France, serions-nous prêts? François Hollande se veut rassurant. Nous sommes en situation de pouvoir soigner si des cas se produisaient en France. En cas de doute, le patient présentant les symptômes d'Ebola, fièvre, vomissements, diarrhée ou encore douleurs musculaires, sera isolé et pris en charge dans l'un des 12 hôpitaux français de référence pour Ebola. Si la contamination est confirmée, il sera immédiatement mis en quarantaine dans une unité spéciale avec un personnel soignant dédié et hautement équipé. Mais tant qu'il ne présente pas de symptômes, un porteur du virus Ebola n'est pas contagieux. Depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, 350 cas ont été signalés en France. 10 seulement ont été classés comme possibles. Aucun n'a été avéré. Dans l'actualité, Bastien Millot, le cofondateur de Big Malion, nie toute implication dans un système de double facturation lié à la campagne présidentielle de 2012. L'homme qui donne à l'Express sa version des faits affirme aussi, je cite, qu'il est difficile de penser que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant. Et selon le quotidien Le Monde, 2 proches de l'ancien président seraient également visés par une autre affaire concernant cette fois-ci des contrats signés en 2010 entre la France et le Kazakhstan. Une épreuve de force et une négociation à haut risque s'engagent entre Paris et Bruxelles. La France doit envoyer son projet de budget à la Commission. Et pour le moment, ça coince. Mais le Premier ministre Manuel Valls réfute ce soir toute rumeur de rejet du budget. Les détails avec Ilione Schulz. 8 milliards d'euros, c'est le montant divulgué ce matin dans la presse, une somme correspondant aux économies que le gouvernement pourrait devoir trouver, tout ça pour apaiser les foudres de Bruxelles. Car contrairement à ce qu'elle avait promis, la France ne devrait pas respecter ses engagements. Elle annonce un déficit de 4,3%, loin des 3 promis il y a 2 ans. Pourtant, le budget 2015 prévoit déjà 21 milliards d'euros d'économies, pas question donc d'aller plus loin. Au moment où nous amorçons la baisse des impôts, vous croyez qu'on va aller dire maintenant « Ah bah bien, finalement, on va les augmenter ». Non, ce serait incohérent. Pour justifier ces mauvais résultats, la France invoque des circonstances exceptionnelles. Un argument qui passe de moins en moins auprès des autres pays, notamment ceux qui ont consenti d'importants sacrifices. Pourtant, devant les députés cet après-midi, Manuel Valls reste ferme.
nous pensons qu'avec les choix que nous faisons pour les entreprises et pour la croissance, c'est le budget qu'il faut à la France. De toute façon, la Commission européenne ne peut pas, le ministre des Finances l'a encore rappelé ce matin, ne peut pas rejeter. Non, mais elle peut à terme infliger une amende, soit 4 milliards d'euros. Inflexibilité côté français, lassitude à Bruxelles, se dirige-t-on vers un clash? L'hypothèse est peu probable. José Manuel Barroso, tout comme Jean-Claude Juncker, préféreraient soigner leurs sorties et entrées respectives à la tête de la Commission. Le mauvais élève, comme ses camarades, a jusqu'au 15 octobre pour rendre sa copie. Et tandis que le ministre des Finances, Michel Sapin, va devoir convaincre Bruxelles, eh bien il y en a un qui n'a pas besoin de convaincre à l'extérieur. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a reçu les honneurs du New York Times, le journal américain, voit en lui, je cite, le visage du nouveau socialisme. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Emmanuel Macron, un ministre qui s'exporte bien à l'international. Sa nomination au ministère de l'économie avait été accueillie par des articles enthousiastes d'une partie des journaux allemands et anglo-saxons. Aujourd'hui, le New York Times estime qu'il incarne le visage du nouveau socialisme français, une affirmation loin de faire l'unanimité au PS. C'est toujours un grand classique, ça, que les organes de la presse libérale, au sens économique anglo-saxonne, encensent les personnalités de gauche qui donnent le sentiment, je dis bien le sentiment, parce qu'après on le jugera sur ses actes, M. Macron, de tourner le dos un petit peu à ce qui fait la colonne vertébrale politique de la gauche, voilà. La personnalité et le profil de cet ancien conseiller de François Hollande, issu du monde de la banque et propulsé sur le devant de la scène, pose aussi des problèmes à la droite. Difficile de critiquer un responsable qui porte des réformes soutenues par la majorité des acteurs économiques. On verra en fonction de ce qu'il fait, je ne sais pas quelle est sa liberté dans le gouvernement, on verra exactement ce qu'il fait, comment il se comporte, les idées qu'il amène, la manière dont il fait bouger sa propre majorité. On verra, tout ça est très très récent. Ce qui compte, c'est la preuve. Ses débuts à Bercy ont connu quelques ratés. Ses propos sur l'illettrisme des salariés de GAD ont valu à Emmanuel Macron un baptême du feu médiatique, lui qui n'est pas un professionnel de la politique et qui a vécu un apprentissage accéléré du métier. Je constate quand même qu'il a un peu des épaules solides. Je veux dire, quand vous rentrez dans la fosse de l'Assemblée nationale, c'est pas facile. Il a d'ailleurs fait des faux pas. J'ai remarqué qu'après son premier faux pas, il avait eu un courage de s'excuser, de dire qu'il avait fait une connerie. Ce qui est très rare dans le monde politique. Emmanuel Macron a l'ambition d'apporter en France la culture de la gagne à l'anglo-saxonne. Il trouvera quelques obstacles sur son chemin, mais doit sûrement avoir à l'esprit que nul n'est prophète en son pays. Les collectivités locales à la diète. L'État leur demande, vous le savez, de participer à l'effort de redressement des comptes publics, une situation qui inquiète de nombreuses associations dépendantes de ces subventions. Voyez ce reportage de Cécile Sixou dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Voilà. Mylène est bénévole de l'association Accueil Goutte d'Or. Depuis 5 ans, elle anime un atelier socio-linguistique, 3 heures de cours pour apprendre à parler, lire et écrire aux gens du quartier. Vous êtes toutes réunies, donc, comme on disait tout à l'heure, pour apprendre le français. Et ce qui nous importait pour commencer, c'était de savoir pourquoi vous vouliez apprendre le français. L'an dernier, cet atelier avait lieu 3 fois par semaine, mais restrictions budgétaires obligent. Cette année, il n'y a que 2 séances et l'association ne peut plus accepter toutes les demandes. C'est de plus en plus difficile de travailler avec moins d'argent alors que les besoins sont de plus en plus nombreux, à l'évidence, parce qu'il y a un certain nombre de salariés et qu'il faut bien louer des locaux de qualité si possible, être implanté dans le quartier. Donc financièrement, c'est vrai que les choses sont de plus en plus difficiles. De plus en plus difficiles, Christine Ledésert, la directrice de l'association, en sait quelque chose. En 2012, elle a dû licencier 2 personnes après avoir perdu des financements du département. Elle accueille donc les nouvelles annonces de restrictions budgétaires aux collectivités avec inquiétude. À chaque moment, moi je me dis, quelle est la mauvaise nouvelle qui va nous tomber dessus ? Alors, même si on essaye de créer, de mieux répondre aux besoins des habitants, de développer des actions, on n'est pas à l'abri de nouvelles baisses de financement qui peuvent nous amener un jour soit à devoir supprimer des actions et de perdre la globalité en fait, du projet en direction du quartier, soit de passer à un dépôt de bilan. Ne pas disparaître et garder les 15 emplois de l'association, Christine Ledésert ne veut pas être un dégât collatéral des décisions du gouvernement.
La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand débat du mardi soir autour de la situation à la frontière turque. Les djihadistes de l'État islamique sont en passe de prendre la ville de Kobané. Nous parlerons aussi tout à l'heure en détail du phénomène croissant en France des candidats au djihad. Et tout cela, c'est juste après le tour de l'info. Il est signé ce soir Agathe Pécastin. Le FMI et la France semblent d'accord sur une chose. Leur prévision de croissance est bien à la baisse. Une diminution de 1% pour l'année prochaine. Le Fonds monétaire international a révisé son jugement et s'aligne sur les chiffres de Bercy. Le gouvernement se trouve ainsi conforté dans son budget 2015. C'est l'heure de décider de la place de chacun au Sénat. À l'issue des réunions de groupe, l'UMP comme le PS a désigné ses représentants. Parmi les grands gagnants, Isabelle Debré est choisie au poste de vice-présidente. La sénatrice socialiste Michèle André est quant à elle désignée pour présider la commission des finances. 2 femmes pour 2 postes de premier ordre. Mais les places sont chères et certains perdent plus que d'autres. Philippe Marini, le sénateur de l'Oise, perd la présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur général du budget. La série des prix Nobel se poursuit avec la physique. Les inventeurs de l'ampoules LED sont récompensés pour leur découverte. Celle que l'on nomme dans le jargon scientifique la diode bleue a permis une importante économie d'énergie. Une invention en accord avec l'environnement. Kobané pourrait tomber entre les mains des djihadistes. Depuis lundi, les 2 drapeaux noirs de l'État islamique flottent au-dessus de la ville syrienne. Les frappes aériennes de la coalition ne semblent pas venir à bout des terroristes. Dans toute la Turquie, c'est l'indignation. Les Kurdes du pays se mobilisent pour dénoncer l'immobilisme des tanks turcs. Réponse du gouvernement, le président Erdogan s'est prononcé en faveur d'une opération militaire terrestre. Ce n'est pas en larguant seulement des bombes depuis les airs que vous mettrez un terme à cette terreur. La terreur ne sera pas stoppée tant que nous ne coopérerons pas en vue d'une opération terrestre. Voilà, et tandis que les djihadistes de l'État islamique gagnent du terrain et sont en passe de prendre le contrôle de la ville de Kobané, de plus en plus de familles se retrouvent, cette fois-ci en France, confrontées à l'emprise de Daesh, la radicalisation souvent très soudaine de leurs proches, enfants ou conjoints, les plongeant dans l'incompréhension. D'ailleurs, pas une semaine ne passe sans que ces projets de départ pour le djihad ne soient découverts. Le problème est profond et complexe, on en parle avec nos invités ce soir. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient et auteur avec Christian Chesneau de ce livre, Les chemins de Damas, le dossier noir de la relation franco-syrienne aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Maître Martin Pradel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Maître, avocat au barreau de Paris. Vous êtes l'avocat de plusieurs Français enrôlés sous les drapeaux noirs de l'État islamique. Merci d'être avec nous. Avec nous également ce soir David Thompson, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur du livre Les Français djihadistes aux éditions Les Arènes et journaliste, je précise, à RFI. Merci d'être avec nous. Éric Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, journaliste au service enquête de l'Express. On a récemment pu lire de nombreuses enquêtes sur ce sujet. Avec vous, on va parler, messieurs, des candidats du djihad. Mais d'abord, sur la progression sur le terrain des djihadistes de l'État islamique, c'est au moment, Georges Malbruno, où la coalition s'étoffe, où les bombardements s'intensifient, et bien qu'on a l'impression que l'État islamique, c'est pas une impression, gagne du terrain. Comment vous l'expliquez ? Il y a eu des bombardements d'abord en Irak contre l'État islamique qui ont provoqué une espèce de migration notamment des responsables de l'État islamique qui ont eu peur des bombardements, qui ont eu peur également des forces spéciales américaines et britanniques qui traquent les leaders de cette organisation. Donc il y a eu un déplacement de ces leaders vers la Syrie. Et donc en Syrie, eh bien, l'État islamique ces dernières semaines a avancé dans la région de l'Est à Raqqa, Deir ez-Zor, et puis aussi dans cette zone, la frontalière avec la Turquie. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, depuis 15 jours, là, ils ont progressé vers Kobané, vers cette ville kurde importante qui leur permettrait, s'ils la conquièrent, d'avoir une continuité territoriale à la frontière syrienne. Alors c'est vrai que c'est un petit peu surprenant qu'au moment où on parle de cette montée en puissance de la coalition
condition, eh bien, que l'État islamique avance, mais je crois qu'il y a et que les Turcs encore sont dans une position attentiste, quoi. Oui, même s'ils ont voté au Parlement, mais pour l'instant, concrètement, ils n'ont pas encore agi sur le terrain. Mais David Thompson, donc rien n'a pu faire reculer l'assaut de l'État islamique, ni la coalition, comme le dit Georges Bruno, ni les combattants d'ailleurs kurdes, pour le moment. Absolument, on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, à la fois en Syrie et en Irak. L'État islamique avance, il gagne du terrain, il marque des points, il est en train de remporter une victoire stratégique très importante, la prise de Kobané, on vient d'en parler, et ce, malgré les frappes, ça montre bien finalement l'inopérance quasi totale des frappes de la coalition qui n'ont pas d'effet sur le terrain, puisque l'État islamique avance. Ils ont quand même un petit effet quand même. Petit effet, c'est vrai, ils ont récupéré le barrage de Mossoul, effectivement, mais l'État islamique s'est adapté militairement à ces frappes. On voit très bien comment il a fait stratégiquement pour attaquer Kobané. On a des petites unités qui avancent très éloignées les unes des autres, qui se préparent à intervenir en tenant compte de cette possibilité des frappes, et on voit bien que ça fonctionne. Éric Pelletier, quelle leçon on peut déjà tirer malheureusement de cette défaite et de cette possible victoire? On va voir si vraiment la ville tombe entre leurs mains, qu'on ne viendra pas à bout de ses forces par la voie aérienne, comme le dit d'ailleurs le président turc Erdogan. Une des données, je pense, une des données clés de ce conflit, c'est la position que va adopter la Turquie. On a des déclarations d'intention, la Turquie va-t-elle intervenir militairement au sol, et puis que vont-ils faire avec les Kurdes? Il ne faut pas oublier que la population kurde représente une grande partie de la population turque, et c'est d'ailleurs aussi une des difficultés pour les services antiterroristes français que d'avoir une véritable coopération avec notre allié turc, et coopération qui n'est pas fluide et qui n'est pas limpide. Absolument. Il y a quelques semaines. Mais c'est une coalition qui est très hétérogène, Georges Malbruno. Est-ce que c'est cela aussi qui explique peut-être son manque d'efficacité sur le terrain? Oui, effectivement, mais c'est avant tout les Américains qui ont fait le 90% des frappes. Le leadership américain. Le leadership américain, effectivement très hétérogène, avec des arrière-pensées de la part d'un certain nombre de pays du Golfe. Mais ce que disait David, il a raison. Mais l'État islamique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs membres, ils se sont rasés, ils se sont mélangés à la population, ils ont enterré leurs armements en Irak. Et eh bien aujourd'hui, ils sont dans la population, ils vont attendre que les bombardements, effectivement, ça leur pose des problèmes, ils sont obligés quand même, ça coupe leur ligne logistique, ça les perturbe, ça a stoppé leur avancée, mais ils ont toujours quand même un terreau sur lequel ils peuvent prospérer, notamment en Irak, mais également en Syrie, un terreau, une base sunnite qui finalement les accueille, parce qu'en Irak, ils pensent se débarrasser du gouvernement chiite, avant c'était Nouri al-Maliki, maintenant c'est al-Abadi, et en Syrie, ils pensent se débarrasser de Bachar el-Assad. Donc ils évoluent dans un environnement qui, sans être favorable, leur permet quand même de survivre. Voilà. Ce qui explique cette avancée. Et pendant justement, Maître Pradel, que l'État islamique gagne du terrain en Syrie et en Irak. Et chaque semaine, on lit, on découvre en France le récit d'un candidat, ou d'une candidate d'ailleurs au djihad, parti ou qui comptait partir. Est-ce que déjà le nombre de ces enrôlés vous surprend? Oui, c'est surprenant. C'est surprenant parce que d'abord, c'est quelque chose auquel on n'est absolument pas habitué. On sait ce qu'est le djihad. Du djihad, il y en a eu par le passé, et il y en aura d'ailleurs sans doute demain, dans des proportions qui sont certainement pas celles qu'on connaît aujourd'hui. On parle de filières d'acheminement de combattants vers l'Irak autrefois, vers l'Ouzbékistan, le Pakistan, l'Afghanistan, mais on parlait en fait de quelques dizaines de candidats, de personnes que nos services pouvaient endiguer et que on pouvait surveiller et peut-être même envisager de comprendre. Là, soudain, en l'espace de quelques mois, on a non plus quelques dizaines, mais quelques centaines, et maintenant peut-être bientôt parlera-t-on en milliers de candidats. Lorsqu'on parle au-delà de la France, à l'échelle de l'Europe, je pense qu'on peut parler en milliers, et à l'échelle au-delà de la rive, c'est-à-dire de l'autre côté, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, eh bien, on parle effectivement en milliers. Mais les terres de partance au djihad, c'est également les pays du Maghreb, beaucoup en Tunisie, beaucoup en Algérie. David Thompson, c'est le cas aussi. Vous qui avez réalisé un documentaire sur la Tunisie, justement. C'est même surtout un djihad maghrébin qui s'est exporté en Syrie et en Irak. La population tunisienne est la plus concernée, puisque les djihadistes tunisiens sont le contingent numéro 1 aujourd'hui avec les Saoudiens au sein de l'État islamique et parmi les factions
djihadistes aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu, finalement, c'est un enjeu mondial parce que l'État islamique revendique 80 nationalités dans ses rangs. Donc c'est pas seulement un problème ou un phénomène qui touche uniquement les Occidentaux, c'est d'abord un phénomène arabe. Et d'ailleurs, beaucoup de Français ont profité des routes tunisiennes et libyennes. Notamment les tout premiers Français qui sont partis autour de 2012 sont passés par la Tunisie et notamment par les camps de Benghazi, d'Ansar al-Sharia Libye pour bénéficier des flux qui étaient déjà massifs en 2012. On peut dire que c'est un vrai no man's land, à cette frontière tuniso-libyenne. C'est une sorte de no man's land, effectivement, qui est contrôlée par divers groupes, dont certains groupes djihadistes très organisés et qui peuvent envoyer des combattants à l'étranger. Et donc, effectivement, des Français sont passés par là aussi, et beaucoup de Tunisiens, parce qu'aujourd'hui, le chiffre officiel des chiffres de Tunis. On est sur 2400 Tunisiens en Syrie et en Irak actuellement. Et ce qui surprend Éric Pelletier, c'est cette chaîne de radicalisation qui commence par des contacts très souvent via le net, une conversion à l'islam quand c'est pas le cas, un changement de comportement et puis l'idée tout de suite, le but de partir. Ce qui est incroyable, c'est cette immédiateté en fait. Voilà, ça aussi c'est un phénomène nouveau. On a parlé de cette accélération, de cette ampleur, de ce chiffre. Il faut savoir de quoi on parle. Les services français parlent d'environ 1000 Français concernés par ce phénomène. Ça ne veut pas dire 1000 combattants. Ça veut dire environ 350 combattants sur place, d'autres qui sont en partance, d'autres qui sont revenus et enfin autre pourcentage de gens qui souhaitent partir. Donc voilà, 1000 personnes, ce qui est un défi hors du commun pour nos démocraties. Et ce qui frappe, c'est effectivement la rapidité de la conversion pure et simple, puisqu'il y a 20% de convertis, mais il y a surtout des gens qui redécouvrent une religion, mais dans une radicalité totale. Ce qu'on avait vu arriver dans les années 90, c'était un point de passage dans les mosquées radicales. On les a vus en Rhône-Alpes, on les a vus dans le sud de la France ou dans la région parisienne. Là, c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus diffus, il y a plus de départements qui sont concernés et on voit une radicalisation qui se fait finalement ou qui peut se faire dans sa chambre. Et on a vu des cas où en l'espace de 3 semaines, les gens se radicalisaient et étaient partis, on les retrouvait de l'autre côté de la frontière. Alors vous avez parlé d'un défi pour nos sociétés, c'est un défi pour nos services de renseignement et un défi aussi pour la loi. Maître, on va regarder justement qui sont les candidats au départ, comment sont-ils recrutés, éléments de réponse et témoignages avec Julie Hulin et on en parle juste après, regardez. Qui nous ont trahis, qui ont trahi l'islam. Je vous appelle pour que vous souteniez l'État islamique. Je vous incite, chers frères de France, Wallah, appel au djihad, vidéos de propagande, images de conflits parfois insoutenables. Ils sont français et invitent leurs compatriotes à les rejoindre. Ils seraient aujourd'hui près de 1000 impliqués dans le djihad en Syrie. Un record historique. 353 individus présents en Syrie pour combattre, 174 en route pour le front, 232 ayant l'intention de partir, 189 revenus en France et 36 morts. Sans compter bien sûr les individus non détectés. Ces dernières semaines, les témoignages de familles désemparées qui n'ont plus de nouvelles de leurs proches se sont multipliés. Fouad a tout quitté pour retrouver sa sœur partie en Syrie. Ma sœur elle avait 2 comptes Facebook, juste 2 numéros de téléphone et 2 styles vestimentaires. C'est ce qui m'a vraiment étonné. C'est-à-dire qu'elle menait une double vie. Le phénomène toucherait essentiellement des jeunes en perte de repères sociaux. Une population hétérogène, majoritairement issue de familles immigrées, mais comportant une part importante de convertis. Presque la moitié d'entre eux sont inconnus des services de renseignement. L'embrigadement passe principalement par Internet. Vidéos, forums, réseaux sociaux, comme sur ce rare site pro-djihadiste en français. Des vidéos qui montrent la souffrance du peuple syrien ou des appels à rejoindre une confrérie d'armes dont ils deviendront le héros. Un endoctrinement prémédité, telle une dérive sectaire qui mène, à terme, à une rupture sociale et familiale. Il va falloir qu'on réagisse tous, les acteurs associatifs, les familles, pour qu'on puisse dire stop à cet endoctrinement de ces gens qui racontent des choses qui sont vraiment fausses, qui essayent de profiter de cette faiblesse de ces jeunes. Le 18 septembre, une nouvelle loi antiterroriste a été adoptée par l'Assemblée pour freiner les départs de plus en plus nombreux de jeunes Français vers la Syrie. Je pense qu'on est en face d'un phénomène d'une ampleur importante et qui ne ressemble en rien à ce que nous avons vécu en termes de terrorisme jusqu'à présent. La France est l'un des seuls pays où il n'y avait aucune structure d'accueil ou d'écoute pour les familles. Désormais, elles disposeront d'une plateforme en ligne et d'un numéro vert pour le signalement et l'écoute. L'arsenal répressif a lui été largement renforcé. Ce plan sera-t-il efficace?
Si certains l'accusent d'être liberticide, il aurait déjà permis d'empêcher le départ d'une dizaine de Français. Quant à ceux qui reviennent, ils sont systématiquement mis en examen et écroués. Entre victimes du système et individus responsables de leur radicalisation, difficile de juger. Voilà, il y a plusieurs éléments, la loi antiterroriste, le travail de nos services de renseignement, on va en parler. Mais d'abord, Georges Malbruno, sur la diversité des profils. On est quand même étonné de voir la diversité des profils d'un point de vue social, l'âge. C'est ce qui doit compliquer aussi la tâche des services, on en parlera. Certainement, mais il faut aussi revenir un petit peu à l'origine du conflit. On est dans un djihad bien particulier. En Afghanistan, d'abord, il y a un État sur lequel, pour la première fois, un groupe djihadiste peut exercer son autorité. Donc ça attire. On n'est plus dans la virtualité d'Oussama Ben Laden et d'Ayman Zawahiri qui faisaient des vidéos. Donc ça attire. Deuxièmement, en 2011, 2012, etc., la France a pris une position en pointe, et elle continue, dans le conflit syrien, en faisant de la chute de Bachar el-Assad l'objectif numéro 1 de sa politique étrangère. Il y a eu des propos de Laurent Fabius qui a dit, à l'été 2012, ce monsieur ne mérite pas d'être sur terre. Donc, prendre des armes pour aller combattre un dictateur, ça n'est pas un djihad tout à fait le même que celui qui consistait à aller en Afghanistan rejoindre Oussama Ben Laden. Et donc ça a attiré un certain nombre de gens. Si vous ajoutez à ça qu'il vous suffit de prendre un billet d'avion Paris, Istanbul, etc., vous avez des passeurs, c'est un djihad extrêmement facile à faire. Et donc le résultat, eh bien aujourd'hui, c'est effectivement 900 ou 1000 Français qui sont là-bas, qui sont venus, etc. Et donc il ne faut même pas s'étonner d'avoir ce chiffre qu'on voyait poindre dès le début de 2012. Mais à l'époque, quand on disait « Attention, la Syrie va devenir une terre de djihad », ah non, mais tu exagères, c'est pas vrai, les djihadistes sont... Beaucoup de juges antiterroristes, dont Marc Trévidic, que nous avions reçu, déjà alerté il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années. Mais moi, je parle plutôt de l'intelligentsia et des diplomates, etc. Je dis, non, il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, c'est Bachar el-Assad. Il y a, je me souviens, des responsables de l'opposition modérée, syrienne. Non, il y a 200 djihadistes. C'est pas vrai, il n'y en a pas, etc. Donc on n'a pas voulu voir ce phénomène parce que toutes les armes étaient bonnes face à Bachar el-Assad. Et maintenant, comment contrer ce phénomène? Maître Pradal, il y a deux piliers. Il y a le projet de loi, la loi renforçant l'arsenal pénal et un programme de désendoctrinement mis en avant par la ministre de la Justice. Est-ce que ces deux piliers vous semblent solides aujourd'hui? Bon, d'abord, juste pour commencer par la fin, moi, le programme de désendoctrinement, je pense qu'il est parfaitement utile, il est nécessaire, parce que je pense qu'en adoptant ce genre de démarche qui consiste à considérer que ces jeunes sont sensibles à un message et que leur réponse, c'est effectivement le départ en Syrie, et à leur retour, on se rend compte souvent que leurs raisons sont les plus mauvaises, c'est-à-dire particulièrement éloignées même de ce qu'ils clament être l'islam, eh bien, il me semble que c'est adapté d'envisager qu'un désendoctrinement est indiqué. Là-dessus, on a peu de précisions, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que ça permettra peut-être de mieux anticiper et de mieux comprendre. Et l'arsenal. L'arsenal. Bon, moi, si vous voulez, la loi antiterroriste, c'est un peu mon quotidien. Oui. Je n'ai pas encore vu qu'un juge ait été incapable de mettre en examen, incapable de poursuivre, incapable d'arrêter une personne sur le point de partir en Syrie. Je pense que les juges peuvent parfaitement faire leur travail aujourd'hui, et je dois dire que je vois cette loi telle qu'elle est discutée, et je me dis que cette loi répond à des attentes qui n'ont plus rien à voir ni avec le droit, ni d'ailleurs avec la justice. Alors précisons que dans cette loi, il y a le délit d'entreprise terroriste individuelle. David Thompson et Éric Pelletier. D'abord Éric Pelletier, quand Maître Pradal dit finalement ça suffit ce qu'on a déjà, est-ce que vous êtes d'accord alors qu'il y avait peut-être une urgence à renforcer cet arsenal législatif? En tout cas, il y a une course à l'armement législatif qui date pas d'hier, depuis des années, depuis 13 ans très concrètement. Il y a eu un basculement après le 11 septembre 2001, et c'est vrai qu'on vient rajouter une couche au millefeuille. Ce que disent les opérationnels, c'est qu'ils ont des difficultés à endiguer le phénomène. On parlait de cet aspect quantitatif. Moi, j'ai l'impression que, mais comme souvent dans cette matière, on est obligé de s'adapter à la pression des événements. Et là, on l'a décrit,
on l'a disséqué, les événements font qu'on ne peut plus gérer comme on gérait auparavant. Et j'ai un peu le sentiment que finalement, on déporte le travail des services antiterroristes qui étaient là pour détecter un passage à l'acte, et ça, on va le déporter sur la justice, qui va incarcérer à chaque retour, identifier, et je pense que ça va poser des problèmes en matière de détention. Ces gens-là, on ne pourra pas les garder en prison très longtemps. Il y en a qui le sont, hein. Il y a des mises en examen, il y a des détentions. On attend les procès, je crois, pour début d'année prochaine. Oui, bien sûr, et il faudra voir aussi quelle interprétation les magistrats feront de la loi. Il y a la loi et il y a son interprétation. Il y a aussi la question, il va falloir faire le tri entre, alors le retour, c'est peut-être ça le vrai problème, entre les vrais repentis, il y en a sûrement, qui ont fait fausse route, et on peut l'admettre, et j'allais dire les bombes à retardement, ceux qui vont se tenir calmes à un moment, être dormants, si je puis dire, et puis après, réagir. Comment est-ce qu'on a les moyens de ces nuances, de détecter ces nuances aujourd'hui ? Aujourd'hui, la justice n'a pas l'air d'être dans la nuance, étant donné la situation. On est dans l'après-affaire Nemouche, on est dans l'après-affaire Mera, on est dans un contexte inédit, avec une population djihadiste française qui a atteint une proportion, une ampleur totalement inédite. Donc tous les gens qui rentrent sont systématiquement mis en prison. Je parle sous le contrôle de Maître Pradal, je crois qu'il y a pas peu de contrôle judiciaire aujourd'hui. Donc la justice, c'est-à-dire je ne prends pas de risque aujourd'hui. Dès que quelqu'un est identifié, il est immédiatement incarcéré. Même si, pourtant, au sein de la population française djihadiste que j'ai pu interroger, même si aujourd'hui l'époque est différente, parce que tout change très vite en quelques semaines, tous les Français qui sont là-bas ne sont pas tous animés d'intentions terroristes sur le sol français. Certains sont vraiment partis, j'allais dire, pour une cause humanitaire, entre guillemets. Non. Il faut savoir que tous les gens qui partent au minimum avec l'idéologie d'Al-Qaïda en tête. Et ceux qui ont l'idéologie d'Al-Qaïda en tête, c'est les plus modérés. Certains ne sont pas partis pour combattre Bachar al-Assad. Si. Oui, mais très peu, c'est là le problème. Parce que sur le terrain, qu'ils aillent rejoindre l'armée syrienne libre, pourquoi pas, je veux dire. Mais le problème, c'est qu'ils vont rejoindre l'État islamique. Et donc là, ça pose un problème. Juste sur un petit point sur le désendoctrinement, c'est quelque chose qui a été testé en Arabie Saoudite et ailleurs. Hein. J'avais visité en 2007 des centres de désendoctrinement à Riyad, etc. C'est très difficile de désendoctriner, hein, parce que quand vous baignez pendant des années dans un milieu, Explique-nous en quoi ça consiste. J'ai lu des reportages, Georges Malbruno, où il suffisait parfois, nous disent certains qui travaillent avec les associations sur le terrain, de dire un mot comme une sorte de Madeleine de Proust qui provoquerait un déclic dans la tête. On n'en est pas là, c'est quand même un peu plus poussé que ça. Non, c'est plus poussé. Alors, ce qui s'est fait, par exemple, en Arabie Saoudite, les gens qui revenaient de Guantanamo, alors ils étaient accueillis par le prince Naïef, et voilà, bienvenue. Ensuite, on leur donne une voiture, on les met dans un centre, on leur dit... Alors, le problème, c'est qui fait ce désendoctrinement ? Si c'est un imam qui est proche des services de renseignement, etc., et qui va dire à Mohamed, etc., il faut que tu reviennes dans le chemin, il ne va pas être écouté. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui a une vraie crédibilité, qui puisse désendoctriner. Là, c'est toute la il faut mettre en place des moyens énormes. Il faut mettre en place c'est pour ça qu'en général, le taux de réussite de désendoctrinement est très faible, parce qu'on le voit bien. Thomas Barnoin, qui a été arrêté en 2007, qui a purgé 5 ans, ils sont repartis. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une réserve de gens très jeunes. Donc il va falloir suivre pendant très longtemps. David Thompson. Oui, si on regarde les pays qui ont eu des programmes entre guillemets de désendoctrinement, il y a eu la Grande-Bretagne qui très tôt s'est appuyée sur la communauté pakistanaise pour essayer, avec des repentis du djihad au Waziristan en Afghanistan, pour essayer de dire aux jeunes n'allez pas là-bas, le djihad n'est pas obligatoire, etc. Et résultat des courses, aujourd'hui, l'Angleterre a à peu près le même nombre de ressortissants britanniques sur le sol syrien que la France et d'autres pays européens. Un petit peu moins. Mais on est dans des proportions à peu près similaires quand même. On est sur 400, 500. Bon. Ensuite, si on regarde l'Arabie Saoudite, effectivement, l'Arabie Saoudite a eu très tôt ces programmes de déradicalisation, si on peut employer ce terme. Mais aujourd'hui, la moitié des djihadistes saoudiens qui sont en Syrie et en Irak sont passés par ces centres. Donc qu'est-ce qu'il nous reste l'arme législative alors. Si vous me dites que c'est très compliqué et parfois inopérant, maître. Sur ce point, c'est important, je pense, de ne pas confondre ce qui ressort de la réforme de la loi, c'est-à-dire comment allons-nous appréhender par la loi un comportement criminel ou non, et la question des moyens que nous allons mettre en face de cette loi pour réprimer un phénomène nouveau. Et je pense qu'on est en train de complètement confondre les moyens qu'il faudrait donner peut-être à la police et singulièrement à la sous-direction antiterroriste et à la DGSI, à Levallois-Perret, pour lutter contre ce phénomène qui est un phénomène qui a pris une ampleur inattendue. Donc ça, il y a une nécessité à lutter.
mettre en face de cette nécessité, finalement, une réforme de la loi en disant « parce que nous aurons une loi, nous serons en mesure d'anticiper et de poursuivre », je pense que là, ça ne correspond pas à la réalité législative. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui veut aller en Syrie, aujourd'hui, il est dans les liens de la loi et il pourrait parfaitement être valablement poursuivi. Alors, certains diront que c'est anormal, n'empêche qu'aujourd'hui, concrètement et sur le terrain, il est poursuivi, non pas parce qu'il est tout seul, mais parce qu'il est dans le contexte d'une association de malfaiteurs terroristes, Daesh, Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Islamiyya. Ce sont des groupes regardés comme terroristes, et le simple fait de vouloir le rejoindre fait qu'on est poursuivi. Donc on est dans l'intention, punir l'intention. C'est ainsi qu'on a des jeunes qui veulent partir, qui sont incarcérés. Et ils ne sont pas allés, mais ils voulaient y aller. Et donc, on les arrête. Et on a les moyens de le faire. Ça a l'air de vous scandaliser. Non, ça ne me scandalise pas. Ce qui me scandalise, c'est de prétendre que nous manquons de moyens et qu'il faudrait, par la loi, organiser les choses différemment. Je pense que la loi, qui est déjà suffisamment problématique dans son application, parce qu'il y a des problèmes de principe qui sont sous-tendus par la loi qui ne doit pas, à ce stade, à mon avis, être réformée. Ou alors, si on la réforme, faisons-le pour de bonnes raisons. Pas en disant que nous manquons de moyens. Législatif. J'ai bien compris. Il y a la réforme de la loi. Éric Pelletier, il y a les moyens de nos services. Les services de renseignement qui ont été quand même en profondeur réformés, remaniés. Est-ce que là où on pêche peut-être parfois, c'est la coordination entre nos différents services? Il y a un manque de coordination face à ce phénomène nouveau? Oui, incontestablement. C'est-à-dire quand on analyse un peu les grandes failles des services de renseignement occidentaux, le 11 septembre, la Fermera en France, on voit que ça pêche pas tellement au niveau de l'hyperstructure, de l'architecture. On a ce qu'il faut et au niveau de la législation, et on va encore la renforcer. Ce qui pêche souvent, c'est la quotidienneté, la répétition des tâches et le manque de coordination. Chacun a une pièce du puzzle. Alors au niveau international, ça on peut comprendre, mais même au niveau national. C'est une sorte de concurrence. Parfois, on veut jalousement garder le secret sur certaines choses ou... Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, disons-le. Et il y a des difficultés très très pratiques aussi, très opérationnelles. Il y a aussi, Georges Malbruno, vous parliez tout à l'heure de cette prise de conscience de ce problème. On a entendu Bernard Cazeneuve, évidemment François Hollande en a très tôt parlé. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une réelle prise de conscience de ce phénomène de départ et de retour, surtout le retour? Oui. Depuis un an, déjà, parce qu'on a atteint, il y a un an, on était à 600, 700. C'est au début qu'on a joué un petit peu le romantisme révolutionnaire, voilà. Et bon, le problème, et on a délégué aussi aux Qatariens et aux Saoudiens le soin de financer un certain nombre de groupes, et ils ont financé des groupes islamistes. Et donc, sur le terrain, ensuite, qui a attiré ces jeunes? Eh bien, c'est les groupes islamistes qui avaient l'argent et les armes. Quand vous allez faire le djihad et que vous arrivez et que vous êtes tombé dans un groupe où il n'y a ni argent ni armes, bah vous dites c'est pas ici. Donc vous allez là où. Et donc on a été un petit peu naïf, et puis voilà, on pèle l'addition, mais de manière avec un risque extrêmement élevé, parce que on est face à un phénomène tout à fait nouveau, parce que les circonstances sont nouvelles, et les services de renseignement, la Turquie quand même, ces djihadistes. C'est un rôle important, la Turquie. La Turquie a joué un rôle important. Les djihadistes ne sont pas atterris en Syrie en parachute. Moi, quand je vais à Damas et que je vois le représentant des Nations Unies qui est là-bas depuis 3 ans, il me dit il est extrêmement critique contre la Turquie, parce que les services turcs avaient les moyens d'arrêter un certain nombre de gens. Ils ont instrumentalisé un certain nombre de djihadistes. Pourquoi? Parce que leur objectif était de faire tomber Bachar el-Assad. Ils ont laissé passer les gens, ils ont laissé passer des armes, et aujourd'hui ils sont dans une position assez délicate. Donc... La Turquie, on cite aussi le Qatar et l'Arabie Saoudite. Est-ce que maintenant ces pays ont pris conscience que justement ça peut leur revenir en boomerang et qu'il est temps d'intervenir? Ils ont joué, David disait, il y a 2000, il y a 3000 Saoudiens. Je veux dire, vous savez, dans ces pays, on parlait en 2001-2002, après le 11 septembre, les dirigeants saoudiens, les dirigeants yéménites disaient, après l'invasion américaine de l'Irak, il y a un djihad qui est halal, qui est allé en Irak tuer les Américains. Mais en revanche, ne restez pas chez vous. Donc, les Saoudiens qui étaient pro-Al-Qaïda ont fermé les yeux, on les envoyait en Irak, et puis en espérant qu'ils se fassent tuer, et puis voilà. Et après, simplement, il y en a qui sont revenus. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe aujourd'hui. L'Arabie Saoudite a découvert qu'ils avaient enfanté de nouveau un monstre, et ils ont très peur parce que c'est le berceau du wahhabisme. Et ils ne sont pas les seuls à avoir peur, David Thompson. Il y a les pays du Maghreb. J'y reviens parce que, évidemment, n'oublions pas ce qui s'est passé en Algérie. C'est l'assassinat de notre otage, Hervé Gourdel, et ce n'était pas l'État islamique, c'était un groupe
alors affilié, en tout cas qui a fait allégeance. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui qu'il y ait un arc, en fait, de ces organisations terroristes, qu'il y ait un lien, qu'il y ait des interconnexions entre eux, que justement ça se propage à ce niveau-là? En fait, pour moi, c'est déjà le cas. C'est le cas depuis 2 ans, puisque, encore une fois, on parle de débordement de l'État islamique ou des groupes djihadistes sur le Maghreb. Pour moi, c'est l'inverse qui s'est passé. Des flux très importants sont partis du Maghreb, sont partis structurer l'État islamique. Il y a la fameuse brigade libyenne de l'État islamique qui a eu un rôle très important, la brigade Al-Batar, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une brigade qui est très importante au sein de l'État islamique. On peut considérer que c'est une excroissance dans le Sahara al-Sharia Libye. Donc en fait, c'est plutôt l'inverse. Mais si on devait reparler du rôle des autorités françaises, il faut revenir à l'année 2012, parce que 2012-2013, c'est là où on a eu les flux de départ massifs de Français. Et il faut bien dire les choses. À l'époque, les gens partaient. On n'en parlait pas, David Thompson. Oui, c'est ça. On commençait à en parler. Dans les débats, à la télévision, dans les médias. Les djihadistes, c'était pas bien vu. Non, mais les djihadistes partaient librement, personne ne les empêchait de partir à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'eux-mêmes étaient surpris. Moi, je me rappelle de coups de téléphone de jeunes qui partaient la veille de leur départ, qui m'appellent en se disant « je vais y aller ». Vous appelez vous directement? Oui, qui m'appelaient moi directement et qui me disaient bon, « je pars demain, est-ce que tu penses que… » C'est intéressant de savoir quel discours vous leur tenez à ce moment-là. Non, mais moi j'ai le discours du journaliste, c'est-à-dire je suis en retrait. Un jeune m'appelle et me dit « je vais partir en Syrie », bon bah très bien. C'est un sujet finalement que vous pouvez suivre ensuite. C'est un des personnages dont je raconte l'histoire dans mon livre. Et lui-même, arrivant à l'aéroport, était surpris de passer, puisque c'est quelqu'un qui avait posté sur les réseaux sociaux depuis 1 an des vidéos djihadistes. Donc il était surpris lui-même de passer. David pointe un point très très important qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Français ou de binationaux, ce qui change totalement l'approche pour le départ et pour l'arrivée et pour le retour. On l'a vu au travers du couac qui s'est passé avec la Turquie. Donc qui puisse partir, encore une fois, ça n'a rien de choquant. Aujourd'hui, la législation va peut-être évoluer sur ce point et ça va poser d'autres problèmes en termes de liberté individuelle. Sur la Turquie, je crois qu'il est utile aussi de souligner que c'est un pays qui est aux prises avec un afflux massif de réfugiés, qui a sans doute des arrière-pensées diplomatiques dans le moindre de ses échanges et dans la moindre de ses coopérations, notamment avec la France. Il y a toujours l'arrière-plan du PKK. Il ne faut pas oublier que le PKK est, aux yeux de l'Union européenne, une organisation terroriste. Et petite parenthèse, on a vu là que sans doute 2 jeunes Kurdes sont partis combattre dans les rangs du PKK ou des alliés syriens du PKK. Quelle va être l'attitude de la justice française? Est-ce qu'elle va considérer qu'ils sont allés combattre dans une organisation terroriste? Toutes les cartes sont rebattues, y compris les cartes les plus démocratiques. Je voudrais pour terminer un tour de table, mais vous demandez, alors vous n'êtes pas devin, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, mais comment limiter à la fois ce phénomène en France, Georges-Marie Bruno, et comment assécher sur le terrain ces forces qui ont l'argent, qui ont les moyens et qui ont les combattants qui arrivent? En France, il faut, ça a été dit, mais sur le terrain, c'est très compliqué parce qu'il y a effectivement l'action militaire pour freiner l'avancée des djihadistes, mais seul, sans des troupes au sol, on n'y parviendra pas. Et il y a l'action surtout politique qui doit être faite à la fois en Irak pour essayer que ces djihadistes n'aient plus justement le terreau favorable dans les régions sunnites pour s'abriter, etc. Mais à partir de là, donc il faut donner plus de pouvoir aux sunnites, dans un pouvoir chiite à Bagdad, etc. Et puis à Damas, eh bien, il faut qu'est-ce qu'on fait avec Bachar al-Assad? Alors, est-ce que c'est très difficile. Moi, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est effectivement un vrai phénomène. Je pense que c'est une vraie criminalité. Mais ce n'est pas en diabolisant cette situation que nous allons sortir de cette situation. Parce que les jeunes qui sont partis sont souvent des jeunes Français. La plupart du temps, ils sont d'ailleurs que Français. Et je pense qu'il faut préparer leur retour parce qu'un jour, ils reviendront. Et il y a aussi des jeunes, parce qu'il y en a qui sont définitivement tombés dans le camp de la criminalité et de la radicalité, mais il y a aussi des jeunes qui sont partis parce qu'ils ont cru, et ça a été dit, les messages qui étaient donnés. Toute la complexité de ce problème, c'est de faire la différence entre tous ces jeunes-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nos invités. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. L'invité, c'est le ministre Jean-Marie Le Guen. Et moi, je vous retrouve demain avec plaisir. En attendant, belle et douce nuit à vous.